Pourquoi Berserk? Parce qu'il y a des œuvres qui ne se contentent pas d'être lues, mais qui s'incrustent sous la peau. Berserk m'a bouleversé, parfois heurté, souvent émerveillé. Par ses personnages brisés, ses silences plus éloquents que les cris, ces ténèbres qui révèlent des éclats d'humanité, il m'a poussé à penser autrement. Ce travail est né de ce trouble, non pas pour expliquer Berserk, mais pour l'écouter autrement. Le lire, c'est accepter de traverser ses propres ténèbres, avec en main une épée ou une plume. J'ai choisi la seconde. À ceux qui marchent encore, même quand tout vacille. Ce résumé n'est pas né d'un désir académique, mais d'un choc. Celui ressenti devant les pages de Berserk, où chaque trait semble crier silencieusement l'épreuve d'exister. Lire Berserk fut d'abord pour moi une expérience intime, celle de plonger dans un monde d'ombre pour y retrouver, paradoxalement, une lueur humaine. Puis vint le besoin de comprendre. Comprendre pourquoi cette œuvre, plus que tant d'autres, continue de hanter, de consoler, de faire penser. Ce texte est le fruit de cette double trajectoire, émotionnelle et analytique. Il ne prétend pas tout dire, encore moins tout expliquer. Mais il tente de rendre justice à l'intelligence tragique de Kentaro, à la beauté diffractée de ses personnages et à la portée existentielle de ce manga hors norme. Sous ces couches de violence et de ténèbres, l'œuvre de Kentaro explore avec une intensité rare des thèmes comme la destinée, la solitude, le sacrifice et surtout la quête d'humanité dans un monde brisé. Guts, malgré sa brutalité, incarne cette lutte poignante contre l'absurde et la fatalité. Replonger dans Berserk avec un regard analytique, c'est comme soulever chaque pierre d'un monument gothique. On y découvre des strates insoupçonnées de douleur, de beauté et de lutte existentielle. Sous l'armure du guerrier noir, Guts est avant tout un homme qui refuse de se laisser dévorer par le néant. Sa quête n'est pas seulement celle de la vengeance, mais celle d'un sens, d'un lien, d'une lumière dans un monde où même les étoiles semblent s'être éteintes. Kentaro, ce créateur d'ombre et de lumière dont la vie et l'œuvre semblent indissociables. Bienvenue dans l'univers de Berserk, une œuvre qui ne propose ni salut ni rédemption facile. Ici, la lumière est rare et la mémoire est une blessure. Kentaro ne nous offre pas un héros, il nous offre une fracture. Aujourd'hui, nous allons explorer la genèse de cette œuvre, ses personnages clés et les fondements tragiques qui en font une épopée de l'abîme. Berserk, c'est l'histoire de Guts, né sous un cadavre, élevé par la guerre, marqué par les dieux. Il ne possède rien, sauf une épée trop lourde, une mémoire trop ancienne et une rage qui refuse de mourir. Et si le héros ne cherchait pas à sauver le monde, mais simplement à ne pas devenir monstre? Dans un monde où les puissants sacrifient les faibles pour leurs rêves, Guts avance. Il ne plie pas, il ne pactise pas, il frappe, il hurle, il aime aussi, mais sans promesse. Berserk, c'est une tragédie gothique, une épopée sans consolation, une marche dans la nuit. C'est une œuvre sur le refus, la mémoire, la résilience. Une question posée au destin. Et si je marchais quand même ?
Berserk n'est pas un manga, c'est une blessure, une marche, un cri. C'est l'histoire de Guts, guerrier maudit, né sous un cadavre, traqué par les dieux, porteur d'une épée trop lourde et d'une mémoire trop ancienne. Il ne sauve pas le monde, il ne devient pas roi, il avance. L'univers de Kentaro est brutal, gothique, organique. Les monstres y sont plus humains que les rois. Les apôtres y rient pendant qu'ils dévorent. Et les dieux, s'ils existent, ne répondent pas. Mais au cœur de cette nuit, il y a une question. Que fait-on de nos blessures? Que fait-on de ce qu'on a vu? Berserk est une tragédie, une épopée sans consolation, une mémoire qui hurle. Et dans ce hurlement, il y a une forme de beauté, une forme de refus, une forme de transmission. Bienvenue dans Berserk. Ici, on ne cherche pas à expliquer, on cherche à habiter, à transmettre, à résister. Kentaro, sculpteur de l'abîme. Avant Guts, avant Griffith, avant le Béolithe, il y avait un homme, un dessinateur, un architecte du chaos, Kentaro. Né en 1966 à Chiba, Japon, est l'auteur de Berserk. Mais dire auteur est presque trop simple. Kentaro ne raconte pas, il grave. Il ne dessine pas, il sculpte des vertiges. À 10 ans, il crée son premier manga. À 22, il publie le prototype de Berserk. Et dès lors, il ne cessera de creuser. Creuser dans la chair, dans les rêves, dans les cauchemars. Influencé par Goya, Bosch, Ginger, Escher, il mêle l'organique et le baroque, le grotesque et le sublime. Chaque planche est une cathédrale de douleur, chaque monstre une thèse sur la cruauté divine. Kentaro ne cherche pas à consoler, il cherche à comprendre. Pourquoi souffre-t-on? Pourquoi trahit-on? Pourquoi continue-t-on à marcher, même quand tout est perdu? En 2021, il meurt d'une dissection aortique, à 54 ans, et le monde du manga s'arrête. Pas parce qu'un auteur est mort, mais parce qu'un monde s'est fissuré. Berserk, son œuvre inachevée, est reprise par son ami Konji Maui et le studio Gaga. Non pour la finir, mais pour la transmettre, pour que la mémoire ne meure pas. Car Kentaro n'a pas seulement créé un manga, il a créé une question qui traverse les siècles, les guerres, les solitudes. Et toi, que fais-tu face au destin? Kentaro n'était pas seulement un mangaka virtuose. Il fut un écrivain graphique, un conteur qui maniait le noir et le silence, avec la précision d'un chirurgien et l'intuition d'un poète. Son œuvre, Berserk, est son miroir déformant. Elle reflète ses obsessions, ses douleurs et peut-être aussi ses regrets. Enfant précoce, Kentaro crée ses premiers mangas à l'âge où d'autres apprennent encore à tenir un crayon. Sa famille baigne dans la narration visuelle. Un père storyboarder, une mère professeure d'art. Très tôt, le dessin devient pour lui un mode d'expression totale, presque vital. C'est un enfant du trait, de la mise en scène, du cadrage. Bien avant d'être un enfant de l'écriture. Dans Berserk, cette jeunesse façonnée par le dessin prend la forme d'un dédale obsessionnel de détails. Chaque armure, chaque paysage, chaque expression est le fruit d'une ascèse graphique quasi mystique. Cette maîtrise technique cache pourtant une fragilité, celle d'un homme qui choisit l'effacement derrière l'œuvre. L'histoire de Guts
Ce guerrier errant au cœur lacéré résonne comme une transposition symbolique de Kentaro lui-même. Tous deux avancent en silence, portant leurs blessures comme une armure. Pour Kentaro, cette armure est son style inimitable. Pour Guts, son épée est à la fois fardeau et salut. Le refus du destin de Guts, marcher encore, même après l'irréparable, reflète le refus de Kentaro de céder à l'industrialisation du manga, préférant l'artisanat solitaire à la production en masse. L'épuisement physique de Guts, souvent représenté dans les planches les plus sombres, pourrait faire écho aux rumeurs de l'usure psychique de Kentaro, écrasé par les attentes d'un lectorat toujours plus vaste. Le rapport au corps mutilé, à la défiguration est omniprésent, chez Guts bien sûr, mais aussi dans la troupe du Faucon, les apôtres, Casca. Ce motif pourrait refléter la conscience aiguë de la vulnérabilité humaine que Kentaro n'a jamais sacralisée, mais jamais trahie. Kentaro puisait autant dans les mythes européens que dans les douleurs modernes du Japon post-guerre. Dans son refus de la rédemption facile, dans sa représentation du mal comme absolu séduisant et glacial, il s'inscrit dans la lignée des romantiques noirs. Byron, Poe ou même Dostoïevski. Mais Berserk, c'est aussi une quête de lumière. Guts est l'homme qui doute, qui aime en silence, qui reste aux côtés de Casca, même quand elle ne le reconnaît plus. Dans un monde sans Dieu clément, l'humanité est un choix, et ce choix au cœur de l'héritage de Kentaro. Berserk est une œuvre saturée de symboles puissants, souvent ambigus, qui tissent un réseau de sens autour de la souffrance, du destin, de la transcendance et de l'humanité. La destinée chez Kentaro n'est pas une ligne droite, mais une spirale infernale. Le Béélite. Le Béélite est la marque du sacrifice, symbolise cette emprise du destin, presque divine, sur les individus. Pourtant, Guts lutte contre cette fatalité, même au prix de son humanité. Avant les mots, il y a le cri. Le tome 1 de Berserk ne commence pas, il déchire. Il ne raconte pas, il hurle. Guts entre dans le monde comme on entre dans une guerre, sans promesse, sans consolation. Il ne parle pas, il frappe. Il ne sauve pas, il refuse. Et dans ce refus, il y a déjà toute la mémoire à venir. Le conte se cache derrière la vertu, mais sa bouche suinte la cruauté. Zondak est un colosse grotesque, une caricature de force. Vulgus est une mémoire mutilée, un témoin silencieux. Et le Béélite, pierre maudite, attend que le monde se plie. Mais Guts ne plie pas. Il est marqué, traqué, condamné. Mais il avance. Il avance parce que marcher, c'est hurler. Parce que frapper, c'est refuser le silence. Parce que dans chaque cicatrice, il y a une phrase que le monde ne veut pas entendre. Hurlement. Le tome 1 est un cri contre les dieux, un cri contre le destin, un cri pour ceux qu'on sacrifie sans les nommer. Comment le tome 1 de Berserk pose les fondements d'une tragédie cosmique où la violence devient mémoire et le héros une fracture vivante. Guts, guerrier solitaire au regard brûlé, traverse un monde ravagé par les démons et les puissants corrompus. Marqué par une malédiction, porteur d'une épée gigantesque, il ne cherche ni gloire ni salut, seulement vengeance et refus. Dans ce premier tome, il affronte le comte, un apôtre monstrueux qui se cache derrière une chasse aux hérétiques.
pour assouvir ses pulsions. Guts pulvérise ses soldats, dont le colosse grotesque Zondak, et s'échappe grâce à Vulgus, ancien serviteur mutilé du comte, figure de la mémoire blessée. Vulgus lui révèle un objet maudit, le Béurite, pierre qui permet d'invoquer le God Hand et de devenir démon en échange d'un sacrifice. Mais Guts ne pâtisse pas, il avance, il frappe, il hurle. Le tome 1 ne commence pas, il déchire, et dans cette déchirure, Gus devient une cicatrice vivante. Le tome 1 de Berserk ne commence pas, il hurle, Guts surgit dans un monde en ruine, armé d'une épée démesurée et d'un canon greffé à son bras. Il ne parle pas, il tranche, il ne sauve pas, il punit. Cette entrée fracassante pose le décor. Ici, la loi est celle du plus fort, mais le plus fort est aussi le plus seul. Guts n'est pas un sauveur, il est un survivant. Il est marqué, littéralement, par la marque du sacrifice, stigmate d'un passé que le lecteur ne connaît pas encore, mais que le corps de Guts raconte déjà. Le monde est médiéval, mais sans noblesse. Les seigneurs sont des monstres, les apôtres des démons déguisés en hommes, et l'humanité, une rumeur fragile. Comment le tome 1 de Berserk installe Guts comme figure tragique du refus, du trauma et de la mémoire incarnée? Le tome 1 ne commence pas par une naissance, mais par une éruption. Guts surgit dans un monde en ruine, armé d'une épée démesurée et d'un canon greffé à son bras. Il ne parle pas, il tranche, il ne sauve pas, il punit. Cette entrée brutale installe Guts comme une figure de l'excès, excès de force, de solitude, de rage. Il est marqué par le Béolithe, poursuivi par des démons et porteur d'une marque du sacrifice. Le monde autour de lui est médiéval, grotesque, corrompu. Et lui, silhouette noire, avance sans illusion. Guts n'est pas un héros, il est une fracture, une question, une marche. Guts est un personnage sans illusion. Il ne croit ni aux dieux, ni aux prophéties, ni à la rédemption. Il avance, seul, traqué, hanté. Son corps est une archive. Cicatrices, mutilations, regard vide. Il est l'incarnation du refus. Refus de plier, refus d'oublier, refus de pardonner. Guts ne parle pas de son passé, mais son corps le raconte. Chaque cicatrice est une lettre, chaque geste une tentative de ne pas sombrer. Il est seul, mais il avance. Il est traqué, mais il frappe. Punk est l'elfe bavard, fragile, comique. Il incarne l'empathie dans un monde de monstres. Il est le regard du lecteur, choqué, amusé, bouleversé. Il ne combat pas, il observe, il tremble. Et dans sa voix, il y a une forme de tendresse, une forme de résistance douce. Car quand le monde hurle, il faut une voix qui tremble, une voix qui rappelle que l'humain n'est pas encore mort. Sa rencontre avec Punk, elfe bavard et empathique, introduit une tension entre la brutalité et tendresse, entre cynisme et comédie. Punk est le témoin, le contrepoint, le souffle léger dans une nuit trop lourde. Mais Guts ne se laisse pas attendrir. Il affronte un seigneur démoniaque, le provoque, le détruit. Non par cruauté, mais par nécessité. Chaque combat est une réponse à une blessure que le lecteur ne connaît pas encore, mais que l'œuvre promet de dévoiler.
Le tome 1 ne présente pas un héros. Il lâche un refus. Guts entre dans le monde comme on entre dans une guerre. Sans promesse, sans consolation. Il ne cherche ni la gloire ni salut. Il refuse. Refus du pardon, refus du destin, refus de plier. Ce refus est déjà une posture éthique. Guts ne tue pas pour tuer. Il frappe pour ne pas devenir monstre. Il avance pour ne pas sombrer. Et dans ce refus, il y a une mémoire. Une mémoire qui hurle. Je ne suis pas un héros, je suis un hurlement. Le tome 1 installe Guts comme une figure tragique. Il ne cherche pas la rédemption. Il ne croit pas au Dieu. Il refuse le destin. Et dans ce refus, il y a une forme de beauté. Une forme de lucidité. Guts est marqué, condamné, seul. Mais il avance. Il avance parce que marcher, c'est résister. Parce que hurler, c'est refuser le silence. Parce que porter une épée trop lourde, c'est porter une mémoire trop ancienne. Guts est une éthique en mouvement, une mémoire qui frappe, un refus qui marche. Le tome 1 de Berserk ne présente pas un héros. Il lâche un fauve. Guts est une fracture vivante, une archive de douleur, une silhouette qui refuse de plier. Et dans ce refus, il devient plus qu'un guerrier, il devient une mémoire. Une question, une promesse de lucidité. Le tome 1 ne raconte pas une histoire, il installe une tragédie. Une tragédie où le héros est déjà brisé, où le monde est déjà perdu, où les dieux sont déjà absents. La violence n'est pas gratuite, elle est mémoire. Elle est réponse à une blessure que le lecteur ne connaît pas encore, mais que l'œuvre promet de dévoiler. Guts ne tue pas pour tuer. Il tue pour ne pas devenir monstre. Il tue pour ne pas oublier. Le Béolith, œuf du destin, apparaît brièvement comme une promesse de sacrifice à venir. Le lecteur comprend que ce monde est régi par des forces occultes, cruelles, indifférentes, et que Guts, malgré tout, refuse de plier. Le tome 1 de Berserk est une entrée dans la nuit. Une nuit peuplée de monstres, de cicatrices, de hurlements. Mais au cœur de cette nuit, il y a une marche solitaire, tragique, mais lucide. Guts ne cherche pas la lumière, il cherche à ne pas sombrer. Et dans ce refus, il devient plus qu'un guerrier. Il devient une mémoire vivante, une fracture qui avance. Comment la fin du tome 1 de Berserk installe Guts comme figure du refus absolu, face à une société corrompue, où le pouvoir se nourrit du sacrifice des innocents. Le conte incarne le pouvoir qui se nourrit des faibles. Il se cache derrière la vertu. Mais ces hérétiques sont des innocents. Il ne purifie pas, il dévore. Et dans sa bouche, il y a le cri des oubliés. Le Béorite, pierre maudite, apparaît comme clé du destin. Elle promet le pouvoir en échange du sang. Elle relie le monde physique au monde astral. Mais elle exige un prix. Le monde devient une mécanique sacrificielle. Le monde est une offrande et les dieux des bouchers. Le conte n'est pas un tyran ordinaire. Il se présente comme un purificateur, un chasseur d'hérétiques. Mais ses victimes ne sont pas des traîtres. Ce sont des pauvres airs, des marginaux, des voix discordantes. Il incarne la perversion du pouvoir, celui qui se cache derrière la morale pour assouvir ses pulsions. Son bras droit, Zondark, colosse grotesque, incarne la brutalité sans pensée. Guts le pulvérise, non pour la gloire, mais pour la mémoire. Chaque coup est une réponse à l'horreur. Vulgus,
ancien serviteur du comte, est une figure de la vengeance silencieuse. Mutilé, défiguré, il ne vit plus que pour transmettre. Il ne frappe pas, il montre, il offre à Guts son trésor, un béhurite, pierre maudite, clé du destin. Le béhurite n'est pas un artefact, c'est une promesse, une fracture, une possibilité de devenir monstre pour réaliser ses ambitions. C'est l'objet qui relie le monde physique au monde astral et qui gouverne les sacrifices. Le béhurite ne parle pas, il attend, et quand il s'ouvre, le monde se ferme. Face au comte, Gus ne négocie pas, il ne supplie pas, il déclare la guerre. Non pas pour le pouvoir, mais pour le refus, pour la mémoire, pour la vengeance. Il ne veut pas devenir apôtre, il veut les détruire. Cette posture installe Guts comme figure tragique du libre arbitre. Il est marqué, condamné, traqué, mais il avance, il refuse le pacte, il refuse le destin. Et dans ce refus, il y a une forme de beauté, une forme de lucidité. Guts est une éthique en mouvement, une mémoire qui frappe, un refus qui marche. La fin du tome 1 de Berserk n'est pas une conclusion, c'est une déclaration, une fracture, une promesse de chaos. Guts ne cherche pas à gagner, il cherche à ne pas plier. Et dans ce refus, il devient plus qu'un guerrier, il devient une mémoire vivante. Une question posée au monde, une voix contre le silence. Les ombres dominent, les traits sont épais, les contrastes violents. Le monde n'est pas éclairé, il est creusé. Corps comme terrain de guerre, Guts est dessiné comme une masse de muscles et de cicatrices. Son épée est disproportionnée, son regard est vide. Chaque plan sur son corps raconte une mémoire, une rage, une solitude. Monstre grotesque et organique. Les apôtres sont difformes, fusion de chair, de crocs et de pulsions. Kentaro joue avec le grotesque pour incarner le mal, non pas abstrait mais viscéral. Architecture oppressante. Les décors sont lourds, gothiques, labyrinthiques. Les châteaux semblent vivants, les donjons suintent. Le monde est un piège. Violence chorégraphiée. Les combats sont brutaux, mais lisibles. Kentaro maîtrise le rythme, la tension, le cadrage. Chaque coup est une phrase, chaque plan une déclaration. Kentaro ne dessine pas, il sculpte. Le trait est noir, épais, tranchant. Les ombres dominent. Les monstres sont grotesques, organistes, suintants. Le monde est une blessure. Guts est une masse de cicatrices. Chaque plan sur son corps est une archive. Chaque combat, une phrase. Le graphisme devient langage. Langage de la douleur, langage du refus. Rien n'est expliqué, tout est suggéré. Le béhurite, la marque, les démons, autant de promesses de chaos. Guts n'est pas un début, il est une fracture, une question posée au monde. Le tome 1 ne raconte pas une origine, il installe une cicatrice, une marche, une mémoire. Et dans cette mémoire, il y a déjà toute la tragédie à venir. Ce n'est pas une origine, c'est une cicatrice. Avant les mots, il y a le cri. Le tome 1 est un hurlement dans la nuit. Et dans ce hurlement, il y a une promesse, celle de ne pas plier, celle de marcher, même maudit, celle de transmettre, même dans l'ombre. Et le monde se tait. Le tome 1 ne se termine pas, il laisse une plaie ouverte. Guts s'éloigne, marqué, traqué, mais debout. Le conte hurle, le béhurite attend, et le monde se tait. Ce n'est pas une fin, c'est une fracture,
une promesse de chaos, une marche dans la nuit. Guts ne cherche pas la lumière, il cherche à ne pas plier. Il avance parce que marcher c'est hurler, parce que frapper c'est refuser le silence, parce que dans chaque cicatrice, il y a une mémoire que le monde veut effacer. Et dans ce refus, il y a déjà toute la tragédie à venir, toute la beauté, toute la douleur, toute la question. Et le monde se tait, mais Guts avance. Qu'avez-vous ressenti en découvrant Guts pour la première fois? Solitude, rage, mystère, une émotion dominante? Quel passage vous a le plus marqué dans ce tome et pourquoi? Une scène, une réplique, une atmosphère? Avez-vous eu de l'empathie pour Guts ou vous êtes-vous senti en retrait? Comment interprétez-vous le monde dans lequel évolue Guts? Est-ce un miroir de notre réalité ou une pure dystopie? Que vous évoque le symbole du Brand? La marque sur Guts? Une malédiction? Une destinée? Une révolte? Voyez-vous Guts comme un héros, un anti-héros ou autre chose? Le premier tome pose-t-il déjà une question sur le sens de la vie, de la souffrance ou de la liberté? Pensez-vous que la violence dans Berserk est gratuite ou porteuse de sens? Si vous deviez résumer ce tome en un mot symbolique, lequel choisiriez-vous? Si vous aviez croisé Guts dans une ruelle sombre, que lui auriez-vous dit? Ou encore, quelle musique accompagnerait ce premier tome? À vos plumes dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela aide énormément la chaîne et elle est très importante pour une personne qui m'est très chère. Merci à vous pour votre soutien et à bientôt, les ombres perdues.